Bonjour à toutes et à tous, alors moi c'est Antoine. Et je m'appelle Théo. Et on est très heureux d'enfin sortir de nos 15 mètres carrés parisiens pour rejoindre notre belle ville d'Orléans. Ça fait pas mal d'années que notre vie est rythmée par une expression salvatrice. Vous savez, le genre d'expression qui vous permet de passer une meilleure journée. 3 petits mots qui changent absolument tout. Cette expression qui vous permet de rester sur le canapé sans aucune culpabilité. De ne pas sortir les poubelles, de ne pas passer l'aspirateur ou de ne pas remplir votre déclaration de revenus. Comment ça, t'as pas passé l'aspirateur et t'as pas sorti les poubelles? Ouais, bon, franchement, on verra demain. Demain Demain comme la préparation de ce TED qu'on a procrastiné? C'est ça? Procrastiner, moi? Vous y croyez vraiment? Non, je suis pas un flemmard. J'optimise juste mon temps. Ok, alors, déjà, qui t'a dit que procrastinateur voulait dire flemmard? Même si on a souvent tendance à penser ça comme ça, toi comme moi, on sait que c'est beaucoup plus complexe. Ok. Donc notre mission d'aujourd'hui, c'est de clarifier ce quiproquo. Procrastiner ne veut pas dire glander. Et donc, pour une fois dans notre vie, on a décidé de sortir de notre canapé pour aller faire des recherches dans l'endroit le plus hype de tout Orléans, la médiathèque. Et ça nous a amené à nous renseigner dans le livre de référence, à savoir le Petit Robert. Il disait quoi, le petit Robert, sur la procrastination d'ailleurs? Bah écoute, rien de plus simple. En fait, ça signifie littéralement remettre tout au lendemain. Et ouais, étymologiquement parlant, le mot procrastination est une combinaison du mot pro, qui signifie vers l'avant, et crastinus, signifiant appartenant à demain. Puis, de fil en aiguille, on en est arrivé à s'intéresser à l'origine historique de la procrastination. Et en fait, il faut savoir que les premières définitions de la procrastination remontent de l'Égypte jusqu'à la Grèce antique, où il parle de procrastination, effectivement, mais sans en mentionner ce terme exact. À ce moment-là, il faisait plutôt référence à des personnes malignes qui s'arrangeaient pour fuir les tâches un peu inutiles, quoi. En soi, il faisait vraiment la différence avec les vrais flemmards, qui eux ne font strictement rien. Mais du coup, quand est-ce qu'on a eu ces premières définitions, ces premières utilisations du mot procrastination? C'est bien plus tard que le mot procrastination s'est un peu officialisé, avec les Edward Hall's Chronicles. En soi, dans cette œuvre du XVIe siècle, on y trouve plusieurs occurrences du mot procrastination, mais dans sa version anglaise. Et c'était quoi un procrastinateur au XVIe siècle? Il y avait une petite nuance. C'était pas seulement un flemmard. C'était quelqu'un de malin, qui savait que quand il était bon de s'investir dans un projet, et quand il valait mieux, déguerpir et ne rien faire. D'ailleurs, en parlant du XVIe siècle, tu savais qu'il y avait des traces de procrastination dans des sermons religieux? Tu peux nous en dire plus? Pour résumer, il parlait un peu de Satan. Il dit que Satan nous mène toutes et tous vers la procrastination. Donc pour l'éviter, on devrait plutôt se tourner vers Dieu. Une sacrée méthode pour arrêter de procrastiner, quoi. Et c'est au XVIIIe siècle que tout change. En pleine révolution industrielle, le procrastinateur devient une plaie. Une plaie? Ah oui, une plaie pour la société. En fait, c'est à ce moment-là que naît la définition de la procrastination qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi? Tu crois vraiment qu'on te laissait remettre les choses au lendemain, quand tout le monde travaillait d'arrache-pied à l'usine? C'était 15 heures par jour minimum de travail, je pense, à l'époque. Et depuis le 18e, il s'est passé quoi, juste? Allez, petit quiz. Est-ce que vous connaissez la personne qui représentait les droits de l'homme aux États-Unis? Perso... Charles Luther King? Exactement. Ouais. Il y avait lui, il y avait la sagesse représentée par Gandhi, et la procrastination par Oblomov. Oblomov, le pire colocataire que vous pouvez avoir dans votre vie. Le mec est quand même resté affalé sur son divan pendant plus de 10 ans. C'était la caricature même de l'aristocratie russe. Mais est-ce que vous saviez que cet homme russe a quand même un mot français à son nom? Un mot français? Ouais. L'oblomovisme. C'est un peu comme de la procrastination. C'est comme si vous mélangiez l'apathie, la léthargie, l'inertie, l'engourdissement, la rêverie. En fait, tout ce qui peut se manifester dans l'horreur du travail. Et bah là l'image de la procrastination, quoi. Après, tu as quand même plusieurs explications scientifiques à tout ça, hein. Bon, j'imagine que tu peux nous en dire plus. De manière simplifiée, voilà comment fonctionne le cerveau d'un non-procrastinateur. On a cette fameuse intention d'un côté, vous savez, du type mec, demain j'arrête le McDo, je te jure. Et j'ai vu qu'il y avait des offres là pour la salle de sport, donc demain je m'y mets. Tu m'avais aussi dit demain pour la préparation de ce TED, non? Bref, des intentions du quotidien, vous l'auriez compris. Et de l'autre côté, on a l'action, c'est-à-dire le fait de vraiment réaliser ces tâches. Alors,
Ça va peut-être vous paraître fou, mais ce passage de l'intention à l'action ne dépend pas que de notre motivation. Dans notre cerveau, au niveau du lobe préfrontal, se trouve le QG de la fonction exécutive. Pour faire simple, c'est à cet endroit que se trouve le bouton magique qui permet de passer de l'intention à l'action. Petit spoiler, ne cherchez pas à appuyer dessus, ça ne fonctionne pas. Vous faites vraiment pas mal, s'il vous plaît, on ne va pas le blesser ce soir. Bon, plus sérieusement, cette fameuse étude et ce fameux bouton, en fait, c'est ce qu'on appelle l'amygdale. Et selon sa taille, vous aurez plus ou moins de mal à vous mettre au travail. C'est toujours une question de taille, c'est ça? Ouais. Ouais. À mon plus grand regret. Mais du coup, il se passe quoi quand tu as une grosse amygdale? Eh bien, tu seras amené à procrastiner beaucoup plus facilement. Et c'est d'ailleurs très exactement ce qui a été prouvé par des biopsychologues de la Ruhr-Universität Bochum, en Allemagne, quoi. Voilà. Vous l'aurez compris, il n'a pas fait allemand LV2. Mais vous auriez aussi compris que lorsque vous procrastinerez la prochaine fois, vous pourrez dire que vous avez une grosse amygdale. Ok. Donc ça, c'est la procrastination d'un point de vue scientifique. Mais du côté sociologique, ça donne quoi? Bon, on va encore déconstruire les clichés. Je suis désolé de vous l'annoncer et Antoine sera totalement d'accord avec moi sur ce sujet. Je pense que vous êtes toutes et tous des procrastinateurs dans cette salle. En fait, quand Théo dit ça, ce qu'il veut dire par là, c'est que quand on parle de procrastination, on peut parler de différents types de procrastinateurs. Et il y a notamment les recherches du docteur Linda Sapadin, qui en a identifié plusieurs types bien distincts, mais surtout, bien loin du cliché du gros flemmard. On va vous présenter 3 situations correspondant à 3 types de procrastinateurs différents que vous avez peut-être vécu une fois, 10 fois, voire même plus pour les plus procrastinateurs d'entre vous. Pour simplifier la chose, on va vous raconter l'histoire de Bob. Voici Bob. Il est mignon, hein. Bob, comme tout bon étudiant, s'est perdu sur Internet en voulant faire des recherches sur un sujet. Ça illustre hyper bien mon type favori, le rêveur. Celui qui est hyper curieux. Il s'intéresse à tellement de sujets que finalement, il fait jamais ce qu'il faut à l'instant T. Et son pire ennemi, les listes de tâches. Un rêveur finit toujours par ajouter des tâches inutiles à sa liste afin de se berner lui-même. Son objectif, se dire à la fin de la journée « Ah, j'ai quand même bien travaillé aujourd'hui. » Sauf que, là, d'un coup, sans prévenir, le père de Bob rentre dans sa chambre et lui demande de la ranger pour la 3e fois de la semaine. Mais rassurez-vous, Bob a la solution. Quelques petits mots qui font la différence. Je le ferai demain. Après, ça va, je vais le faire. Ce type d'expression que tout le monde a déjà entendu est caractéristique typique du type de procrastinateur qu'on appelle le rebelle. Celui qui est incapable de faire quoi que ce soit dès lors qu'il y ait un tant soit peu contraint. Et ça ne se limite pas qu'aux adolescents. On vous voit les adultes dans la salle. Bon, après, Bob, il fait quoi? Eh bien, Bob avait un devoir maison à faire. Il avait plusieurs semaines pour le faire, donc ça va. Sauf que, encore une fois, il a attendu la veille pour s'y mettre. Il disait même, et je cite, « En vrai, ça va. Je te rassure, j'ai le temps. Franchement, je ferai ça juste avant. » Caractéristique typique du 3e type, celui qui aime travailler sous pression. Celui qui attend vraiment le dernier moment pour se mettre au travail. Ça me rappelle quelque chose, ton histoire. Comme nous avec ce TED. Bah non, nous ne sommes pas Bob, Théo. Ouais. Bon, après, au-delà de Linda Sapadin, qui caractérise les procrastinateurs en différents types, il y a les chercheurs canadiens Chu et Choi, un peu procrastinateurs sur les bords, qui, eux, ne se sont pas du tout embêtés. En fait, pour eux, il y a les actifs et il y a les passifs. Autrement dit, les actifs sont ceux qui procrastinent, mais qui sont productifs sur d'autres sujets à côté. Ça, c'est ce qu'on peut appeler les vrais procrastinateurs. D'ailleurs, les hyperactifs font souvent partie de cette catégorie, car ils ont tendance à se lancer dans divers sujets, mais sans jamais aller jusqu'au bout. Et de l'autre côté, on a donc les passifs, qui sont donc les vrais glandeurs. Bon, cette petite différence entre glandeur et procrastinateur s'explique au travers de la sensibilité de chacun au plaisir immédiat, selon le chercheur psychologue Timothy Pichil de l'université de Carleton. En fait, selon lui, on préfère éviter le stress
et les émotions négatives liées à certaines tâches, comme là. Donc, résultat, on procrastine. Bon, on a hésité à nous arrêter là. On a une troisième et dernière idée afin de vous aider à déculpabiliser de la procrastination. Et si cette fois-ci, on vous disait que la procrastination était génétique? Désolé. C'est ce qu'a tenté de prouver une étude de chercheurs de la Vanderbilt University en 2014. Par contre, lui, il a fait anglais le vert. Bravo. Bon, plus sérieusement, cette fameuse étude a permis de définir que pour plus d'un cas sur deux, la procrastination était bel et bien d'un héritage familial. Merci papa, merci maman. D'ailleurs, s'il y a des descendants de Léonard de Vinci dans la salle, vous devez être de sacrés procrastinateurs. Bon, avant de vous expliquer là où on veut en venir, il faut savoir qu'il y a énormément de génies historiques, d'artistes, qui sont identifiés comme étant de formidables procrastinateurs. Ce que tu veux dire par là, c'est que ça démontre bien qu'on peut être procrastinateur et avoir du génie par la même occasion. Léonard de Vinci, Mozart, Victor Hugo et tant d'autres, nous sommes toutes et tous des procrastinateurs. On commence avec Léonard de Vinci. Tu nous racontes? Tout le monde connaît cette figure ayant représenté à elle seule la période de la Renaissance italienne. On le connaît tout particulièrement pour ses peintures telles que la Joconde ou encore la Scène représentant le dernier repas du Christ. Mais Léonard était un expert dans de multiples domaines. Je te laisse les citer. Oh, les mathématiques, l'anatomie, l'urbanisme, l'hydraulique, l'art militaire, l'ingénierie, le chant, la sculpture, la peinture, la poésie. Bon, je m'arrête là. Bref, il aurait pu en faire des TED. Mais ce qui est moins connu, c'est que Léonard était un formidable procrastinateur. C'était l'incarnation de la curiosité à outrance. Il s'intéressait à tellement de domaines qu'il s'arrêtait régulièrement en pleine production pour se remettre plus tard ou... Jamais, tu veux dire? Pas loin, pas loin. Par exemple, il a mis plus d'une vingtaine d'années à terminer la Joconde. Tableau qu'il n'a d'ailleurs jamais rendu. Même chose pour une statue qu'il n'a tout simplement pas rendue au bout d'une quinzaine d'années pour une famille italienne reconnue. Cet homme était un maître dans une dizaine d'arts, dont la procrastination. D'ailleurs, même chose pour Mozart. Est-ce que vous saviez que la veille de l'opéra de Don Giovanni, la première, l'introduction à cet opéra manquait? D'ailleurs, c'est pas parce qu'il faisait que de boire du punch avec sa femme. Il y a bien une histoire comme ça. Petite anecdote. Elle l'a réveillé vers 5 heures du matin en pleine gueule de bois, car elle s'est souvenue qu'il avait tout simplement oublié d'écrire l'ouverture en question. Puis 2 heures plus tard, Mozart l'a écrite et l'a remise à l'opéra. D'ailleurs, elle a pas mal surpris le public, puisqu'en soi, il s'attendait à une ouverture plutôt heureuse. Mais dès le début, il avait fait le choix d'annoncer une fin tragique. Et comme on connaît tous le succès de cette œuvre, comme quoi, la procrastination, ça a du bon. Hein. Mais l'histoire avec Victor Hugo, c'était quoi? C'est un peu cocasse. Lui, c'est qu'il avait l'angoisse de la page blanche lorsqu'il devait écrire Notre-Dame de Paris. Le problème, quand il procrastinait, c'est qu'il batifolait un peu partout. Le souci, c'est que la maison d'édition lui demandait des comptes car les délais étaient totalement dépassés. Il a trouvé une solution à tout ça? Figure-toi que oui. En fait, il rentrait chez lui, il retirait tous ses vêtements sauf son caleçon, il mettait tous ses vêtements dans un tiroir, fermait à clé, jetait la clé, et ne pouvait donc plus sortir de chez lui. Ça, c'est habile. C'est vraiment habile. Il pouvait pas sortir de chez lui, Ouais, donc il est obligé de se mettre au travail. exactement. Excellent. T'en as d'autres des solutions pour arrêter de procrastiner? Des solutions qu'on pourrait partager à toutes et tous aujourd'hui? Ouais, comme par exemple les listes de tâches, on en a parlé tout à l'heure. On fait une liste de choses à faire, et une fois qu'elles sont effectuées, on les coche. Ouais, simple, efficace. Après, il faut être honnête avec soi-même. Hein. Se lever du lit le matin, c'est pas une tâche en soi. Je vois que t'es pas convaincu. Mm. Et on a aussi le Pomodoro, 25 minutes de travail intensif, puis 5 minutes de pause. Ouais, pas l'inverse. Hein. Bon, en soi, ces solutions ne sont pas magiques. Il faut que chacun se les approprie et trouve son équilibre. Ce que tu veux dire par là, c'est que certaines solutions fonctionnent bien avec certaines personnes, alors que d'autres, pas du tout. Là, j'imagine que tu as un truc à nous raconter. Ouais, clairement, merci. Tu parlais des to-do list. Pour moi, c'est plus un moyen de procrastiner qu'autre chose. Je prends le temps de faire ma to-do list quand ça arrive. Je la regarde, j'en suis fier. Elle est belle, elle est bien structurée. Je la regarde.
Elle me regarde. On se regarde. Pour qu'au final, je ne la suive pas du tout et que je fasse tout autre chose. Bon, si en soi, la vraie question qu'on devrait toutes se poser et tous se poser, c'est pas pourquoi n'apprenons tout simplement nous pas à vivre avec notre procrastination. On vous a donné un certain nombre d'excuses. Mais vous n'en avez pas nécessairement besoin. La procrastination a aussi des points positifs. Il n'y a pas à se sentir coupable de la procrastination. C'est se faire plaisir, prendre le temps, profiter. Juste, ne devenez pas de sinistres glandeurs, s'il vous plaît. Bon, en soi, on avait pensé à faire une vraie conclusion. Je vous jure. Mais franchement, on verra demain.